Bonjour et bienvenue à Échangeurs Turcotte, une émission où on parle d'enjeux importants pour les gens de la MRC. Maria Chapdelaine. Aujourd'hui, on ne va pas parler d'un sujet drôle, mais on va essayer d'en parler de manière conviviale, en fait, pour être capable de démystifier, de comprendre, puis peut-être de s'outiller à soit intervenir ou à avoir une certaine compréhension. On va parler de violence conjugale. Avec deux invités extraordinaires, comme à l'habitude. J'ai Marie-Andrée Sauvageau, qui est coordonnatrice au Centre de ressources pour hommes Optima. Bonjour, ça va bien? Bonjour, oui, ça va, merci. Oui, ça va. Et Julien Gravel, qui est chargé de projet au Hacker Dome. Hacker Dome, c'est un organisme? C'est un regroupement d'organismes. C'est un regroupement. Effectivement. Parfait, c'est ça, c'est le mot qui... Oui, qui tout à fait. Parfait. Donc, violence conjugale, on sait que c'est tragique. C'est une perception qu'on a, en tout cas. Vous êtes dans ce milieu-là. J'imagine que vous assistez à ces tragédies-là ou vous le comprenez, en fait, autrement que nous. Qu'est-ce qu'on devrait savoir, nous, comme... quand on n'a pas grandi là-dedans ou quand on n'a pas vécu ça ou on ne sait pas trop, qu'est-ce qu'on devrait savoir pour commencer sur la violence conjugale? Marie-Andrée? Bien, je pense que ce qui est important de savoir, c'est que ça peut toucher tout le monde. Des fois, on a une vision de la violence conjugale que ça peut toucher certaines classes de la société, certaines personnes plus spécifiquement ou quoi que ce soit, mais la violence conjugale, ça peut être dans tous les foyers, dans toutes les relations amoureuses. Donc, je pense que c'est important de rester à l'affût. Puis de plus en plus, on comprend ce que c'est. On sait que ça peut être plus subtil que juste de la violence physique. Oui. Donc, je pense qu'on devient qu'un œil un peu plus aiguisé sur reconnaître les signes. Puis, je pense que c'est important parce que même dans nos premières relations amoureuses, au secondaire ou quoi que ce soit, c'est possible. Donc, je pense que c'est important d'en être conscient qu'il n'y a pas... Ça touche tout le monde, en fait. OK. Toi, Julien? Ben moi, j'ajouterais peut-être le point que c'est une responsabilité collective parce que, premièrement, on a toujours l'impression que ça ne nous concerne pas parce qu'on ne sait pas ce qui se passe chez les gens, donc dans nos proches, et puis aussi parce que, collectivement, c'est un sujet qu'on tolère beaucoup trop souvent. Pendant longtemps, on a considéré que c'était un problème domestique, en fait. On parlait de violence domestique, donc domestique, foyer, refermé sur lui-même. C'est un sujet qui est beaucoup plus politique, qu'est-ce qui me paraît. Oui. T'en parlais, Marie-Andrée, aujourd'hui, la violence conjugale, c'est plus que juste un coup de poing. Là. Comment on pourrait, je sais pas, me donner une certaine typologie des types de violence conjugale, juste pour qu'on soit capable de comprendre que c'est un éventail plus large, en fait, que la violence physique? Comment je pourrais dire? Ben, il y a diverses formes, puis souvent, ça s'installe de façon plus subtile. Donc, si je peux nommer diverses formes, là, violence psychologique, violence physique. Violence psychologique, ça serait quoi, par exemple? Ça serait sans nécessairement utiliser... souvent, je vais comparer, par exemple, avec la violence verbale. La violence verbale, si je veux insulter quelqu'un, je vais utiliser les mots pour le faire. C'est violence verbale. Si quelqu'un m'entend parler, il va comprendre que c'est méchant ce que je dis. Tandis que la violence psychologique, elle, ça ne sera pas nécessairement dans les mots choisis, mais dans l'intention que je vais choisir dans les mots que je vais prendre. Donc, ça va chercher à les sentir coupables l'autre. Par exemple, si je peux être vraiment claire, si, par exemple, je dis à mon partenaire, vas-y avec tes amis, de toute façon, moi, ça ne change rien à ma vie. Je suis tout le temps tout seul ici. J'ai pas dit de pas y aller, mais dans mon intention, je veux faire sentir coupable d'aller à son activité. Fait que c'est vraiment dans un peu plus subtil dans la violence psychologique. Puis ensuite de ça, on pourrait penser tout ce qui est violence sociale, où est-ce qu'on va chercher à isoler nos proches, isoler la personne de ses proches, quoi que ce soit. Fait qu'il y a vraiment diverses formes de violence, on les comprend mieux aujourd'hui, puis on comprend que justement, c'est plus juste de la violence physique. OK. Avant de tomber dans les solutions, parce que tu l'as abordé, puis ça m'intéresse, ça. Des fois, on ne sait pas ce qui se passe chez les autres. Comment on doit réagir c'est quoi les indices, en fait, qui peuvent nous dire « Hey, peux-tu y avoir de la violence conjugale? » Puis, je fais quoi à ce moment-là? Ben, c'est une très bonne question. C'est difficile à savoir s'il y a de la violence conjugale dans un couple, si on a une amie, puisque c'est souvent les femmes qui vivent de la violence conjugale. Ça ne veut pas dire que les hommes n'en vivent pas. Souvent, on parle d'un ratio de 80-20. Donc 80% de victimes féminines, 20% de victimes masculines. Fait que c'est pour vous donner dans un peu... l'ensemble des types de violence. Fait que le sujet de la violence masculine subie par les hommes, il n'est pas du tout tabou dans nos milieux. C'est ce qu'on en parle. Il y a des organismes qui offrent des services pour les hommes victimes de violences conjugales.
mais parce qu'il y a ce qu'on appelle une asymétrie en fait des violences. Les femmes sont plus souvent victimes. On a tendance à parler de la victime au féminin. Donc, je vais continuer un peu comme ça. Donc, quand une femme qui va être victime, on va le voir aussi dans son comportement, une certaine tendance à s'effacer peut-être, à s'effacer dans les relations sociales, à vivre à s'isoler, à vivre des affects, des émotions qui sont plutôt désagréables. Donc, on va avoir quelqu'un qui va commencer à manquer d'assurance en elle-même, qui va commencer à s'affirmer. Moi, je suis pas du tout spécialiste des victimes. Hein. Notre organisme, on est spécialiste des auteurs. Mais je relaie un peu ce qu'on entend dans nos milieux. C'est un peu ça qu'on amène comme idée. Et puis, au niveau des auteurs, on va voir aussi des marqueurs dans des traits de personnalité qui vont sortir peut-être un peu plus. On a, grosso modo, dans une typologie de plus en plus qui s'impose. D'un côté, on parle de ce qu'on appelle la violence situationnelle. Quelque chose qui pète, là. Un type qui est sous pression. Donc là, on le voit bien, l'ami en question, il est sous tension, ça va pas bien au travail, il a eu des pertes, et puis il est beaucoup plus prime, comme on dit, et puis il va finir par exploser. Donc là, c'est ce qu'on appelle la violence situationnelle. Mais on a aussi ce qu'on appelle plutôt le contrôle coercitif, où il y a quelque chose qui s'installe, qui est répétitif, qui est insidieux, quelque chose qu'on ne voit pas vraiment s'installer, qui manque. Souvent, il ne va pas y avoir de violence physique, il va y avoir beaucoup de violence psychologique, ça va se passer à l'abri des regards, etc. Dans le cas au niveau des personnalités, des hommes qui vont mettre en place ce qu'on appelle le contrôle coercitif, on va voir des traits de personnalité particuliers comme beaucoup de rigidité, des gars qui interprètent beaucoup les relations conjugales en termes de gagnant-perdant. Vous voyez un peu ces gens qui ne sont pas toujours le fun à côtoyer. Donc, eux ne se voient pas nécessairement comme des auteurs de violence parce que eux, c'est leur compréhension de ce que c'est qu'une relation amoureuse. Oui, c'est ça. Ils sont peut-être pas dans la vérité, mais ça invalide pas qu'eux aussi ont une souffrance à quelque part à ce moment-là. Il peut y avoir une souffrance. Des fois, il peut aussi ne pas y en avoir. On ne va pas non plus enjoliver les choses. Non. Mais ce qui est important de considérer, c'est que eux se sentent validés dans leur comportement. Donc, c'est ça la difficulté. Dans la violence situationnelle, souvent, les gars vont exploser. Et puis, il va regretter très fort. Oui, parce qu'il comprend rapidement qu'il a dépassé les limites. Exactement. Le fait de regretter, ça fait partie de ce qu'on appelle le cycle de la violence. Donc, c'est pas une médaille en soi, c'est pas parce que tu regrettes que c'est parfait, on va te donner une tape dans le dos. Exactement. C'est ça, il y a des choses à faire. Ça, il faut bien le dire. Puis là, on en profite pour lancer un message. Il y a des gars ici qui nous écoutent et puis qui ont des comportements comme ça. Ben, on a des gens comme Marie-André, on a l'organisme Centre de ressources pour hommes Optimum dans toute la région qui donne du service à ces gens-là. Donc, il faut marteler. Si on a des comportements qui ne nous ressemblent pas, il faut aller demander de l'aide. Ouais. Je trouve ça intéressant par rapport à ce que tu dis, Julien, que des fois, c'est difficile à déceler parce que quand tu parles de dynamique de contrôle coercitif, souvent, il n'y a plus besoin d'avoir de comportement de violence pour que la dynamique elle se maintienne. Il n'y a plus d'acting-out en violence, nécessairement. Parce que c'est intégré. Il y a comme des fausses règles qui sont intégrées, qui fait qu'il n'y en a plus de comportement de violence. En fait, la partenaire, justement, elle va maintenir les règles non écrites pour que, en fait, la violence n'explose pas, en fait. Oui, OK. C'est insidieux quand même. Oui. Puis c'est un bon indice aussi quand dans un couple, il y en a toujours un qui prend les décisions et jamais l'autre. Ou qui impose des règles. Ou quand dans un couple, il y en a un qui dit je ne sais pas, il faudra que je demande à mon conjoint ou ma conjointe. C'est quand même des bons indices aussi de comment elle se perçoit. C'est ce qu'elle se perçoit sur un rapport d'égalité ou pas. Parce que quand on parle de violence conjugale, il y a plusieurs critères. Hein. Il y a les critères qu'on devine tout de suite, comme l'intensification, le fait que ça a des dégâts sur la personne. Mais le premier critère, tel qu'est reconnu par le gouvernement du Québec, c'est le fait qu'il y ait une inégalité de pouvoir. C'est-à-dire que dans la relation, là, une chicane de couple, il y a des couples, ça brasse. On sait que ça brasse. Mais quand les deux ont une relation de pouvoir qui est égalitaire, on n'aura pas tendance à parler de violence conjugale. On va avoir tendance à parler de violence conjugale quand il y en a un qui a une ascendance sur l'autre, qui a plus de pouvoir sur l'autre, qui peut être conféré par la société. On disait que c'est un sujet politique quand dans un couple, il y en a un qui a plus de moyens financiers, par exemple. Ça peut être une manière de retenir l'autre aussi à la maison, mais ça peut être aussi parce que la crainte, et souvent les hommes, quand on a une tendance plus forte à l'acting out, c'est nous qui portons la crainte dans les chicanes. Donc c'est pour ça que souvent, on va avoir la violence conjugale qui va être du côté des hommes plus que du côté des femmes. OK, quand même. Puis malheureusement, la violence, ça fonctionne. Fait que, tu sais, tant et aussi longtemps qu'elle va fonctionner, que les hommes ne vont pas sentir d'inconfort, souvent, c'est pas là qu'on va les voir dans nos bureaux. Tu parlais de est-ce qu'il y a un malaise, est-ce qu'il y a un inconfort, une souffrance? Bien, effectivement, qu'à un certain moment, bien, quand ils viennent nous rencontrer, nous, on est un organisme communautaire volontaire, fait que les hommes viennent nous rencontrer parce qu'ils veulent changer. Parce qu'ils ont envie de changer. Mais des fois, la motivation va être
extrinsèques. Par exemple, ça va être la menace de la fin d'une relation ou la relation avec les enfants qui est affectée. Donc, tant et aussi longtemps que la violence va fonctionner pour eux, parce que ça fonctionne, c'est difficile de vouloir apporter des changements. Mais à un certain moment, effectivement, que ça peut, quand l'inconfort devient assez grand, là, c'est là que ces hommes-là vont nous contacter ou ça va être un tiers qui va nous contacter, la conjointe va nous appeler, le médecin, un employeur ou quoi que ce soit. Donc, c'est là que c'est important d'être à l'affût de ça parce que c'est difficile pour un homme de demander de l'aide. Donc, c'est important. Pourquoi c'est difficile pour un homme de demander de l'aide? Non, mais tu sais, c'est une bonne question. C'est une question très pertinente. Oui. Tu veux-tu répondre? Je te laisse. OK. C'est parce qu'on est socialisé en tant qu'homme ou femme. Alors, socialisé, là, pour expliquer très clairement aux gens qui nous écoutent, c'est qu'on est petit garçon ou petite fille, mais on va avoir un itinéraire différent selon que la société nous reconnaît comme tel. Dépendamment de dans quelle famille on va grandir, où on va aller à l'école, quels amis on va avoir. Exactement. On a beaucoup d'études qui montrent qu'on n'éduque pas les garçons comme les filles. Okay. Je donne un exemple. Il y a un Français qui s'appelle Kevin Litter qui s'est promené dans les écoles primaires en France pour regarder comment les garçons parlent d'amour et comment on leur parle d'amour. Okay. On ne leur parle pas du tout de la même manière et eux, de fait, n'en parlent pas de la même manière. Souvent, ils vont faire des blagues de fesses, beaucoup, les petits garçons. Oui. Ils n'auront jamais de t-shirt Love is All. Ça, c'est les petites filles qui vont avoir des t-shirts Love is All, etc. Fait qu'ils grandissent là-dedans, puis ils montrent comment, quand ils vont avoir des relations amoureuses au primaire, donc ils ont une petite copine, un petit copain, quand c'est la petite copine qui se plaint que le petit copain est trop intense ou ne lâche pas, les éducateurs, enfin les éducatrices la plupart du temps, vont intervenir en disant il faut que tu respectes, elle veut avoir la paix, etc. Alors que quand c'est l'inverse, situation inverse, un petit garçon qui se plaint que la petite fille est peut-être un petit peu intense, on va lui dire débrouille-toi. Fait qu'on voit très bien dans cet exemple-là, puis il y a beaucoup d'études qui l'ont montré, qu'on a tendance à survaloriser l'autonomie chez les garçons. Okay. Depuis le plus jeune âge. Il faut qu'on soit beaucoup plus autonome, qu'on ne demande pas d'aide et qu'on ne témoigne pas ce moment de désarroi, ce moment de vulnérabilité où on a besoin d'aide. Mais ça, c'est quelque chose qui est inscrit en nous. Donc, arrivé à l'âge adulte, on l'a encore. Un homme qui demande de l'aide, il va vivre ce qu'on appelle un stress d'écart à la masculinité. C'est-à-dire qu'il va avoir l'impression de ne pas être un vrai gars, de ne pas être un vrai dude, fait que lui, il va vouloir se débrouiller par lui-même, se débrouiller seul. Et ça, c'est le plus gros obstacle qui existe actuellement entre les hommes et les services spécialisés comme ceux que donne Marie-André sur le terrain. Parce que les services, ils existent, mais il faut que les hommes y aillent. On ne peut pas forcer quelqu'un à changer. Exactement. Ouais. Mais on peut faire le premier coup de pouce, par exemple. C'est dans le sens, quand je disais justement d'être à l'affût, de faire le premier contact pour un homme qui a besoin. C'est pas de le déresponsabiliser, c'est de lui donner des fois... De lui ouvrir une porte. Oui, exactement. Fait que, nous, c'est vraiment pas rare que ça va être des proches, des tiers autour de la personne qui vont nous contacter. Puis c'est bien correct. Nous, on va faire les premiers pas vers cet homme-là. C'est sûr, on prend la démarche avec la personne qui nous a contactés pour qu'on ait l'autorisation de le faire. Mais c'est important de savoir que quand un homme a besoin d'aide autour de nous, bien, on peut l'accompagner là-dedans. Oui. Bien, parlons-en de vos organismes. Donc, Centre de ressources pour hommes Optimum. Oui. Ça, c'est ici à Dolbeau-Mistassini? Oui, on a 3 points de service, un à Dolbeau-Mistassini, un à Roberval et un à Alma. OK. Puis comment ça fonctionne? Qu'est-ce que c'est, en fait? C'est quoi la mission? Puis comment ça fonctionne? Mettons qu'on je suis en train d'écouter l'émission, puis je fais ça résonne quelque chose. Peut-être que je devrais, je sais pas, lâcher un coup de fil, écrire un petit courriel. Je sais pas. Oui, bien, puis là, aujourd'hui, on parle de violence conjugale, mais ce qui est important de savoir, c'est que le Centre de ressources pour hommes Optimum vient en aide aux hommes de façon plus générale. Ah, OK. Donc, oui, on a des services pour les hommes qui peuvent vivre, faire la violence. Avoir des comportements de violence, mais si tu es un homme, que tu vis une situation qui est difficile en ce moment, tu peux nous contacter. Oui, exactement. À ce moment-là, nous, c'est sûr on est à l'affût de est-ce qu'il est dans une situation de violence conjugale, mais on offre des services aux hommes de la population de façon générale. Ce qui est important de savoir, c'est que nous, on s'adapte aux réalités masculines. Donc, on est conscient de qu'est-ce que c'est être un homme, puis comment on peut aider de façon spécifique plus un homme. Puis tu sais, qu'est-ce que tu dirais aux hommes qui, je sais pas, ils diraient, moi, j'ai peut-être le goût, mais je veux pas me sentir jugé, je porte de la honte, ou tu sais, comment aborder ces gens-là qui pourraient peut-être guérir, mais qu'on dirait qu'ils veulent pas justement porter ça, là? Comment on pourrait leur ouvrir la porte pour... Moi, je pense que les hommes que je rencontre, souvent,
c'est quand je leur pose la question, ça fait combien de temps que ça va pas bien? C'est que ça fait vraiment beaucoup de temps. Ouais. Souvent, avant de nous contacter, ils vont attendre. Oui, exactement. Des fois, ça va prendre des mois, mais des fois, ça va être des années avant de demander de l'aide. Je pense qu'ils n'ont pas besoin de porter ça seul. Ouais. Puis, c'est le premier contact qui est le plus difficile. Puis après ça, ben c'est plus facile. Donc, un coup que le premier pas va être fait, ça va être plus évident. Puis, de nous appeler n'engage à rien. Ben oui, OK, il n'y a pas de contrat. Non, exact. Donc, s'il veut juste nous appeler pour savoir qu'est-ce qu'on fait dans la vie, c'est qui, je pose des questions sur comment on peut fonctionner, ben ça coûte rien. Puis de nous venir nous rencontrer, ça coûte rien non plus. Fait que, tu sais, c'est pas cher payé pour aller voir, ben ça peut-tu m'aider finalement? Non, mais c'est vrai, tu sais, au pire, ça marche pas, mais au moins, on peut se donner une chance. Oui, exact. Ouais, OK. Rassemblement à cœur d'homme, regroupement à cœur d'homme. Oui, c'est ça. On regroupe 32 organismes sur la province, partout, effectivement. Partout dans la province. Dont le CRH, dont j'ai été employé pendant quelques années. C'est mon ancienne collègue. Et puis aussi Courage, au Saguenay. Oui. Puisqu'on a, sur la région, on a 2 organismes qui donnent des services aux auteurs de violences. Donc nous, on regroupe ces 32 organismes-là. Et puis, on leur donne plusieurs services. On a une communauté de pratique qui permet d'aller chercher les savoir-faire des organismes et puis de les partager dans tout le réseau. Ah oui, on a c'est ça, les effets de réseau. Pour faire des choses en double, pour ou s'il y en a qui ont des complémentaires en fait dans l'aide. Tout à fait, mais s'il y en a qui ont des bons coups aussi, parce que en fait, ces organismes-là, ils se créent de l'expertise sur le terrain. Fait que souvent, ben, chaque organisme est persuadé de faire le meilleur job du monde, mais peut-être que chez le voisin, on le fait encore mieux. Ouais. Fait que c'est l'occasion d'aller partager un peu les bons coups et puis s'auto-former en fait, donner des formations en interne. Ouais. On a aussi un partenariat avec un organisme qui s'appelle le CRIPCAS, un organisme de recherche. Donc on mène des recherches mais assez gigantesques, puisque sur nos 32 organismes, on en a 23 qui participent au CRIPCAS. Donc ça veut dire qu'à chaque fois qu'un homme rentre dans ces organismes-là, il remplit un questionnaire. Et puis à partir de ce questionnaire-là, il y a des organismes de recherche qui vont retourner à l'intervenant une fiche en disant ben, c'est ce que tu as pensé à telle en ligne, telle problématique avec ce monsieur-là. Ah oui, c'est poussé. Et puis tout ça, ça permet d'aller chercher une base de données énorme pour aller produire de la recherche qui commence à être reconnue au niveau mondial. Fait que c'est quand même quelque chose de très novateur, de très poussé. On fait de la représentation politique aussi, on fait des formations. Représentation politique, ben je vais y revenir tantôt, mais on va y revenir, représentation politique. Ben, en fait, on peut en 2 mots, hein, parce que c'est pas moi qui m'occupe de la représentation politique chez nous, non, mais on est la voix de ces 32 organismes-là. Oui, c'est ça. Mais c'est quoi les demandes? Qu'est-ce qu'on devrait changer? T'sais? C'est quoi les demandes aux politiques? C'est vers là aussi que je voulais aller en parlant de ça. Ben effectivement, ben le financement, déjà, je pense qu'il faut un financement régulier. Déjà, avec un meilleur financement, il y a beaucoup de choses qui fonctionneraient mieux. Ben, en fait, il y a déjà eu beaucoup de progrès qui a été fait sur le financement, je pense qu'il faut le reconnaître. L'organisme CRH ici, on est un très bon élève, c'est-à-dire que pendant longtemps, c'était un tout petit organisme. Moi, quand j'ai travaillé pour l'organisme CRH, ça remonte à 2018, il y avait 4 employés, tu as été embauché quasiment en même temps que moi. Maintenant, vous êtes combien? Vingtaine. Vingtaine, d'accord. Donc, on est capable de donner un bien meilleur service à 20, 4x4. On est capable aussi de mieux retenir les employés. Fait que c'est quand même un critère. Donc, le financement, c'est toujours important. Après ça aussi, la relation avec les autres organismes. Nous, on tient beaucoup à nos partenariats, avec partenariats dans le monde de la recherche, les milieux de pratique, typiquement les maisons de oui, puis la recherche, ça coûte de l'argent faire de la recherche, là, ça prend un financement. Oui, ben ça, ils ont leur propre financement à eux, mais le fait d'être proche... dans les demandes aux politiques, quand tu parles de financement, il y a plusieurs aspects de financement qui peuvent être là-dedans. Ben oui, tout à fait. Fait que ça, c'est pour l'aspect politique. Qu'est-ce qu'on fait d'autre aussi au groupement? Ben, de la formation. On fait de la formation non membres, mais on donne aussi de la formation à des organismes externes. Moi, par exemple, je suis chargé de projet pour créer une formation pour le Centre de prévention du suicide. Pour essayer de prévenir ce qu'on appelle le phénomène de l'homicide-suicide. C'est-à-dire des gens qui vont commettre un féminicide, par exemple, qui vont s'enlever la vie par la suite. Exactement. Qui représente entre le tiers et la moitié des situations de féminicide. Donc, c'est énorme. Et dans ces cas-là, les 3/4, voire la totalité des gars ont fait une demande d'aide. Mais une demande d'aide qui a souvent été adressée en termes de « je vais pas bien ». Et la personne qui a reçu la demande d'aide n'a pas nécessairement vu les enjeux d'homicide derrière. Oui, c'est ça. Fait nous, on part de notre expertise parce qu'on dispense une formation sur la prévention de l'homicide.
On a nos organismes membres qui ont une expertise de terrain qui est solide, qui est ancienne, qui remonte à plus de 30 ans. Et puis on prend ça, puis on essaie de le dispatcher dans d'autres milieux de travail et puis de bonifier un petit peu les techniques de prévention de l'homicide au niveau québécois. Oui. Wow! Quand même. Ben oui. Oui, ben je connaissais pas, en fait que je suis vraiment content d'apprendre là, l'ampleur, en fait, que ça prend, puis comment aussi les services se sont améliorés, tu sais, quand on pense à peut-être il y a 20 ans. Toi, tu es témoin de ça. Ben toi aussi, là, ça fait quand même un bout, là. Oui. Comment, tu parlais de la prévention beaucoup, là. Parce que là, on offre des services pour des hommes, pas qui ont violent ou qui ont peur, mais est-ce qu'on peut travailler en prévention aussi, au niveau de la société ou de la communauté? Tu sais, à ce niveau-là, parce que des fois, j'ai l'impression qu'on réagit, puis c'est très bien, là, il faut le faire, puis je pense que les services sont extraordinaires, mais comment, nous, en tant que société, on pourrait pas prévenir ou... je sais pas. Tu voudrais parler un peu de la table violence? C'est ce que vous faites à la table violence? Ah, Ben, oui, ça m'intéresse. C'est effectivement, dans le fond, nous, je m'en éloignais pas là-dessus, mais je pense qu'il y a plusieurs façons de travailler en prévention. Moi, je vais effectivement qu'on se regroupe tous les organismes qui travaillent de près ou de loin en violence. Donc, que ce soit justement les organismes qui travaillent auprès des auteurs, que les organismes qui travaillent auprès des proches, qui travaillent auprès des personnes victimes, on se regroupe justement pour être de se tenir conscient des enjeux de notre société auprès dans la violence conjugale, entre autres. Mais aussi, je pense qu'on parlait de socialisation. Je pense qu'il y a un travail à faire par rapport à ça, justement, sur comment on parle à nos garçons. Oui, puis qu'on parle aussi quand tu le disais tantôt, là, de nommer que je vais pas bien. Ouais. Des fois, on a des services, des fois dans les entreprises. Moi, je sais qu'il y a un service aux employés. Si quelqu'un va pas bien, mais c'est d'y aller aussi. Oui, puis de plus en plus, il y a des employeurs qui nous appellent, qui sont sensibles aux réalités vécues par les employés. Mais justement, de quelle façon on parle à nos garçons, ça va avoir des impacts justement sur les outils qu'ils vont avoir dans le futur pour faire face à des situations. Puis il n'y a pas quelque chose à détricoter au niveau de l'éducation aussi. Tu parlais des agents de socialisation, ça en est un important. Si on continue à refaire ces comportements-là, même si dans les familles, on essaie de les changer, je pense qu'il faut que la société embarque. C'est un gros changement quand même à faire. Là. Non, mais il faut le faire, là, puis je pense que ça avance. Une grande motivation des hommes qui vont venir nous rencontrer, ça va être de pas... que leurs enfants ne répètent pas leur propre comportement. Ça peut être vraiment un beau motivateur pour les hommes à faire des changements. Par exemple, quand ils commencent à voir que leurs petits garçons adoptent des comportements similaires à eux puis qu'ils se voient en eux, ça peut être très confrontant. Puis de vouloir changer ses propres comportements pour que, justement, briser ce cycle-là, c'est une belle motivation, effectivement. Oui. Non, mais ça prend ça, là. Je veux dire, collectivement, d'essayer de comprendre le problème là, et d'y remédier, mais autant en prévention que quand il se passe quelque chose, donc d'avoir des services. Là. Au niveau de l'évolution des lois, il y a la responsabilité des employeurs maintenant. Qui est nouvelle sur la violence conjugale. Ils sont responsables de quoi? S'ils ont un employé qui vit de la violence conjugale, ils sont censés prendre des mesures pour la protéger, cette personne-là. Ce qui est particulièrement critique à l'ère du télétravail, puisqu'on peut très bien avoir quelqu'un qui vit de la violence au foyer et puis que maintenant que le télétravail passe sa vie chez elle, fait que ça devient un peu compliqué. Donc il y a des lois qui sont passées, qui sont en train de se mettre en place. C'est nouveau, on est en train d'essayer de regarder. Moi, le détail, je peux pas tellement l'expliquer parce que c'est nouveau, mais je suis sur un comité de recherche où la personne travaille là-dessus, où regarder comment c'est appliqué dans les milieux de travail, comment c'est applicable dans les milieux de travail. Oui, c'est ça, pour protéger la personne aussi. Si tu parlais du télétravail, je pense aussi, la pandémie a le dos large, mais je pense qu'il y a eu une recrudescence aussi, un peu de la violence conjugale à partir de la pandémie, le retour un peu au confinement. Je ne sais pas, est-ce qu'on sent encore cet effet-là ou on est en train de revenir un peu à comment c'était la situation? Je n'ai pas les chiffres et c'est difficile. En matière de violence conjugale, c'est quand même... Je me méfie un peu toujours des chiffres parce que... parce que pas tout le monde en parler. Puis on en parle plus parce qu'il y en a plus ou parce que la parole s'est libérée? C'est une question aussi. Tu sais, c'est comme les chiffres au niveau des féminicides qui avaient beaucoup baissé pendant 20 ans, mais drastiquement, pendant 20 ans, ils avaient baissé. Puis là, ils repartent un petit peu à la hausse. Mais là, au début janvier, on a eu des féminicides. Il y en a un qui est dans le Grand Nord. À ma connaissance, ce n'était pas comptabilisé avant.
Maintenant, c'est comptabilisé. Fait qu'il faut faire attention. Moi, je suis un éternel optimiste, mais je pense quand même qu'on va dans le bon sens. Je pense qu'il y a quand même des choses qui avancent. On voit de plus en plus de cellules d'intervention rapide sur tout le territoire québécois. On voit qu'il y a de plus en plus d'organismes comme le CRH qui sont de mieux en mieux financés, qui sont de plus en plus implantés dans le territoire, qui sont de plus en plus connus. Fait que les signes sont bons sur le terrain. Il en manque. On a notamment les appels actuellement des maisons de regroupement qui manquent de logements parce que du regroupement des maisons d'hébergement. Parce qu'il manque d'hébergement pour les femmes. Il y a encore des besoins. Je suis pas en train de dire que c'est la coupe aux lèvres. Parfait, mais c'est mieux tout à fait. Mais ça va quand même mieux. Fait que j'ai du mal à concevoir que dans ce contexte-là, on aurait une augmentation de la violence conjugale. Moi, je pense que c'est simplement que la tolérance à la violence conjugale est en train de baisser. Diminuer. Donc ça, c'est un bon signe quand même. On lève le drapeau jaune là, davantage. Moi, c'est ma conviction personnelle. OK. Ouais. OK. Et puis, qu'est-ce qu'on pourrait enseigner à nos jeunes? Moi, je suis bien axé sur l'éducation, là, mais pour changer ces comportements-là ou essayer de les voir, de ne pas... parce qu'ils socialisent autrement à l'école. Plus le groupe, la gang, ils sont en apprentissage, qui est différent de la maison, mais pour pas répéter, en fait, les comportements qu'on n'aime pas, ou comment l'éducation pourrait être faite, selon vous? Moi, je pense que déjà, il y a des comportements qu'il faut arrêter de tolérer dans les milieux d'école. Moi, ça me fascine toujours de voir comment certains comportements sont tolérés chez nos jeunes, que dans les adultes, ça ne serait pas possible. Je donne un exemple. À un moment donné, un jeune qui me racontait qu'il était en train de faire ses besoins à l'école, puis il y en a un qui l'a poussé sur le urinoir, puis il s'est mouillé. En tant qu'adulte, nous, ça nous arrive au centre d'achat, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Parce que dans les milieux d'école, on a tendance à penser, c'est des jeunes, puis c'est comme ça qu'il faut que jeunesse se passe. Je pense qu'il y a quand même des comportements auxquels il faut mettre fin chez les jeunes, y compris des comportements dans la sphère du couple. Ils sont en train de gérer Marie-André l'a dit tout à l'heure, ils sont en train de gérer leur vie de couple, c'est le début de leur vie de couple. C'est sûr que ça serait faire preuve d'un optimisme exagéré de penser qu'ils vont arriver dans la vie de couple avec tout de suite une manière de se comporter. C'est pas vrai. On le sait. Ils sont adolescents, ils claquent la porte, ils envoient chez leurs parents, ils vont claquer la porte, ils vont envoyer chez leur petite copine ou leur petit copain. C'est comme ça. Mais on peut faire de l'éducation, je pense qu'actuellement on en fait. Je pense que les choses changent. Moi, je suis coach de basket au secondaire. Je vois mes jeunes, je les trouve assez cool. Quelles que soient les équipes, je les trouve quand même assez cool. Je les trouve assez orientés vers la communication, vers le fait de parler avec les autres, de nommer leurs insatisfactions. On va voir. J'ai quasiment hâte d'être dans 10 ou 15 ans, de voir quel jeune père ça va donner. Mais non, mais moi, je crois beaucoup à ça, par l'éducation. En même temps, les hommes qui viennent me rencontrer, là, c'est rare aussi qu'ils me disent que la violence conjugale qu'ils ont dans la relation amoureuse actuelle, ça s'est jamais produit dans le passé. Là. Je veux dire, c'est des comportements que là, en ce moment, ils viennent me rencontrer parce que là, ça ne fonctionne plus, il faut qu'ils demandent de l'aide. Mais souvent, si on fait l'historique de la violence, elle est arrivée quand dans leur vie, souvent, ça remonte à très longtemps, c'est parce que ça a fonctionné. Justement, tu donnais l'exemple de si je te pousse puis il arrive rien, bien, pourquoi je ne recommencerais pas? Puis, justement, si je vais à la balançoire puis je te pousse puis j'ai la balançoire, bien, ce que j'apprends, c'est que ça fonctionne. Que la force, ça fonctionne. Quand je disais la violence, ça fonctionne, mais c'est ce que tu fonctionnes justement, si ça marche, je préserve ces comportements-là tant qu'il n'y a pas d'inconfort à les changer. Et ce que dit Marie-André, c'est très important, c'est que la violence, c'est un apprentissage. Fait que ce que donne le service optimum, c'est le fait de désapprendre ce qui a été appris. Puis c'est important parce que la personne qui a des comportements violents, elle va vivre avec de la honte. Elle va se défendre, elle va justifier, elle va dire que ceci, que cela, que c'est sa conjointe, que c'est je sais pas quoi, là c'est à cause. Mais au fond du fond, elle ne va pas se mentir très très longtemps. Il y a une forme de honte à avoir des comportements pareils. Donc le fait d'arriver et puis de dire, mais attends mon grand, c'est un comportement qui a appris et tu peux le désapprendre. On a des outils pour ça, des outils de travail social pour ça. C'est quand même un message d'espoir. Et puis je pense qu'une personne qui vit ces comportements-là devrait s'accrocher à ce message d'espoir-là. C'est beau. Je vais arrêter là-dessus pour une petite pause, mais restez avec nous. C'est très, 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 très intéressant. À tout de suite. Ben voyons donc. Nous, ce qu'on voulait, là, c'était vraiment avoir l'impression de manger des bleuets sauvages.
Aujourd'hui, j'ai la chance de venir découvrir Congèlerie Héritier qui a récemment lancé la marque Hiberna, qui sont jus de bleuet pur à 100%, ainsi que d'autres fruits nordiques congelés. Et là, on s'en va découvrir l'usine avec leur merveilleux ours noir. Très hâte d'aller voir ça. On y va? La congèlerie, c'est un ensemble de producteurs qui se sont associés pour devenir autonomes dans le marché des bleuets sauvages majoritairement. On fait la congélation, la transformation du réemballage, majoritairement de l'exportation. C'est dans le fond, on prend le produit dans le champ puis on l'exporte dans plusieurs pays, Europe, États-Unis, Asie. Sinon, depuis mai, on transforme nos produits pour le marché local. C'est Hiberna que ça s'appelle. Il y a des fruits congelés, du jus de bleuet sauvage. Merveilleux. Bien là, nous, on a hâte d'aller voir vos belles installations. Écoute, ça va me faire plaisir de vous faire découvrir. On vous suit là-dedans. On est prête. Go! Comme d'hab, on rentre dans des places où personne ne voit. Comment est le procédé pour avoir ce jus-là? C'est fait à partir de bleuet congelé. En fait, le bleuet, il est broyé, il est pressé, puis il y a 2 filtrations qui est effectuée. Puis là, vous parlez du bleuet, mais je pense que vous faites d'autres fruits congelés. Fait qu'est-ce que c'est pas fruits et légumes? Oui, on fait de la gourgane. On fait de la camerise, de la rognan, de la canneberge aussi. Fait qu'on est capable de congeler tous ces produits-là. Avec une belle chronologie. Là. Oui, exactement. Ces merveilleux jus de bleuet, où est-ce qu'on peut les retrouver? Où est-ce que les gens peuvent aller les chercher? Le jus de bleuet, il y a plus de 35 points de vente partout au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Il y a aussi maintenant le bleuet 2 kg surgelé, la camerise, Adolbo, il y a IGA, Métro, Besson. Sinon, Normandin, la boulangerie, Normandin, et aussi, évidemment, au Délices du Lac-Saint-Jean, Albanel. Puis, tu sais, comme il n'est pas disponible, notre bon bleuet sauvage à l'année, c'est une façon de le consommer différente. Puis de plein de façons différentes, j'imagine dans des desserts. Les desserts, les cocktails, les mocktails. Ça fait très bien dans la boîte à lunch parce que c'est un petit ice pack. Ouais. C'est très bon pour la santé aussi, les bleuets avec des antioxydants. Merci tellement pour cette visite-là, nous avoir parlé de l'entreprise, la dégustation. Merci à toi. Congèlerie Héritier, c'est vraiment une belle entreprise de Normandin qui valorise notre bleuet sauvage, mais également d'autres fruits nordiques. Allez voir leur site web pour plus de détails. On se revoit bientôt pour une autre capsule. Oh, il y a un ours sur le truc! Wow! Même les sarraux sont à l'effigie de Congèlerie Héritier. Parce que trouver ton emploi peut comporter son lot de défis. Pour t'aider à identifier tes forces, faire valoir ton expérience, ta sagesse, ton potentiel. Nous sommes là. pour encadrer ta démarche, trouver de nouvelles pistes, identifier ce qui te motive vraiment, pour t'aider à réseauter, accéder au marché caché de l'emploi, prendre part à un milieu actif. Nous sommes là. intégrer le travail après une période de vie plus difficile, Après un moment de réflexion, ou si tu veux changer ta situation, nous sommes là. pour relever les défis, Malgré les limitations, les doutes, ou les différences. Pour identifier tes rêves, faire preuve d'audace. oser aller plus loin. trouver ton emploi, Avec nous, Ici, c'est possible. La télévision communautaire autonome parle des enjeux locaux, donne une voix aux citoyens et citoyennes, en plus de faire rayonner les talents d'ici. Accessible à tous, elle appartient à la communauté et donc à vous. J'ose ma télé communautaire, mon média de proximité.
On est de retour à Échangeurs sur Côte. Je vous rappelle qu'aujourd'hui, on parle de violence conjugale avec Marie-Andrée Sauvageau, qui est coordonnatrice au Centre de ressources pour hommes Optimum, et Julien Gravel, chargé de projet au regroupement À cœur d'homme. On s'était laissé, tu sais, puis tu parlais qu'on pouvait désapprendre les comportements, puis qu'on pouvait... C'est intéressant tout ça, mais comment ça se passe? Tu sais, de l'étape 1, là, où on rentre en contact pour la première fois, jusqu'à la réussite possible, là, puis au changement de vie, là, c'est quoi les étapes à lesquelles un homme va faire face, en fait, par rapport à ça? Bien, chez nous, dans le fond, ce qui va arriver, c'est qu'un homme qui va nous contacter va avoir un rendez-vous très rapidement parce que, tu sais, on disait tantôt, justement, c'est difficile pour un homme de demander de l'aide. Donc, quand il nous appelle, on considère que c'est un moment critique. Donc, il doit avoir de l'aide maintenant. OK, parfait. Donc, c'est vraiment très rapide chez nous. Ça, c'est, mettons, 24 heures sur 24? Non, chez nous, on a on est ouvert sur des heures de bureau régulières, donc du lundi au vendredi, de 8h à 4h, par exemple. Mais il y a des retours d'appels qui se font très rapidement. Okay, on est disponible de plusieurs façons pour rentrer en contact avec les hommes, justement pour se montrer accessible, pour ne pas perdre cet homme-là qui demande de l'aide. Qui est prêt, justement. Ouais. Donc, que ce soit un proche qui nous contacte, que ce soit l'homme ou un employeur, comme on disait tantôt. Donc, il va y avoir un premier rendez-vous qui va être très rapide avec un intervenant de façon individuelle où est-ce qu'on va faire un peu le tour de sa situation. Parce que souvent, les hommes, ça fait longtemps qu'ils traînent des problématiques. Puis quand ils arrivent chez nous, ben c'est un peu mélangé. Ils ne savent plus par quel bout prendre ça. Qu'est-ce qui a influencé quoi? Puis parce qu'à un moment donné, ça devient... c'est ça. Puis c'est notre rôle aussi de démêler un peu pourquoi il vient nous voir puis de regarder un peu sa situation. Si, par exemple, justement, on réalise que c'est un homme qui est dans une situation de violence conjugale, comme auteur, par exemple, c'est là qu'on va rapidement mettre en place des outils d'arrêt d'agir. Parce que il y a quelqu'un qui subit cette violence-là. Oui, c'est donc, ça. On va rapidement aider cet homme-là à dire comment on peut mettre des choses en place rapidement, de façon concrète, pour t'aider quand tu arrives des situations où est-ce que tu voudrais encore tomber dans ces comportements-là, utiliser ces comportements-là. Donc, ça peut-tu aller jusqu'à, mettons, isoler les gens ou séparer les personnes qui dans sont ensemble? Certains contextes, oui, la conjointe va être... mais souvent, c'est que à ce moment-là, la conjointe va avoir des suivis aussi, quoi que ce soit. C'est ça. Dans certains contextes, moi, mon rôle, souvent, ça va être vraiment auprès de l'auteur, de l'aider, de l'outiller à justement cesser ses comportements. Donc, rapidement, on va mettre des choses en place pour aider cet homme-là à un arrêt d'agir. Puis, souvent, les gars, quand ils viennent nous rencontrer, ils sont contents qu'on leur donne rapidement des trucs parce que là, ils en ont essayé beaucoup des affaires. Ils sont tannés, là. Oui. Ils ont envie d'arrêter. Je suis pas leur premier choix dans la liste de téléphone. Souvent, quand ils sont rendus à moi, c'est parce qu'ils veulent que ça fonctionne. T'sais. Donc, rapidement, on va mettre des choses en place pour qu'ils puissent essayer des choses. Donc, on va rapidement leur transmettre des outils d'arrêt d'agir. Puis souvent, ça va passer par l'observation, l'éducation auprès de leurs émotions, parce que souvent, ils n'en ont pas reçu. Donc, qu'est-ce qui se passe en dedans? Comment, quand ils ressentent quelque chose, qu'est-ce qui se passe ou quoi que ce soit. On va les aider à identifier des situations à risque ou même des déclencheurs au comportement. OK. Qu'est-ce qui fait que tu es en colère? Qu'est-ce qui fait que... Exact. Fait qu'on va vraiment aller dans le concret avec eux pour dire qu'est-ce qui se passe? Puis c'est quoi un peu, justement, le avant, là, une explosion, un comportement de violence? Fait qu'on va vraiment l'aider à identifier ces situations-là où est-ce qu'il se met à risque, puis des fois qu'il se maintient à risque, des déclencheurs pour lui qui peuvent être, justement, propices à un acting out de violence. Puis ensuite de ça, on va donner un outil concret que chez nous, on appelle le temps d'arrêt, mais en fait, le retrait préventif, pour justement qu'ils puissent faire une pause à ça. Notre premier objectif avec l'homme, dans les premières rencontres, vraiment, c'est de l'aider à faire des arrêts d'agir. Oui, OK. Ensuite de ça, on va l'aider justement à avoir moins besoin d'en faire éventuellement. Parce que c'est sûr que ce qu'on veut, c'est pas toujours être en arrêt d'agir, c'est justement comprendre de où est-ce que ça provient puis comment on peut justement les prévenir. Comment on peut les prévenir? Comment on peut désapprendre ces comportements-là? Bien, justement, quand je parle de connaître ses déclencheurs, d'avoir une meilleure connaissance de soi, d'être conscient de ses émotions. Fait que c'est vraiment au niveau de l'éducation avec les hommes qu'on va faire ça. Donc ça, c'est dans un premier temps, en individuel, qu'on va faire ça avec lui.
Ensuite de ça, il y a ces rencontres-là, il va en avoir quelques-unes où est-ce qu'on va vraiment outiller l'homme vers un arrêt d'agir quand on réalise qu'il y a de la violence conjugale dans sa vie. Puis nous, on a un programme chez nous qui s'appelle Cran d'arrêt. Tantôt, tu parlais de courage à Saguenay aussi, qui ont l'équivalent chez eux pour les hommes peut-être qui sont plus du Saguenay. Mais chez nous, on a un programme qui s'appelle Cran d'arrêt. Donc, quand on va réaliser que cet homme-là, justement, est dans un cycle de violence conjugale, on va l'orienter vers ce programme-là qui s'appelle Cran d'arrêt. Où est-ce que c'est un programme de groupe? Où est-ce que, justement, on va travailler l'arrêt d'agir, mais aussi le maintien de ces acquis-là, la mise en place de ces outils-là de façon quotidienne à chaque semaine. Donc, le programme Cran d'arrêt s'inscrit sous un programme de groupe de 8 hommes qui vont participer. Pour l'objectif principal, en réalité, de ce groupe-là, c'est la cessation des comportements violents, la régulation des émotions, faire des apprentissages, autrement dit. Donc, vraiment, dans ce groupe-là, qui dure sur 21 semaines, l'homme, à chaque semaine, va arriver avec une situation où est-ce qu'il a trouvé difficile ou qu'il a eu à réguler ses émotions, et on va l'aider à les prendre. Comment ça se passe, la dynamique entre les hommes? Quand tu arrives, la première fois, ça doit être intimidant quand même. Là. En fait, moi, ça fait depuis 2018 que je suis au Centre de ressources pour hommes, puis quand je parle du groupe, il n'y a jamais un homme qui est content et qui a envie d'y aller. C'est très rare qu'un homme m'appelle et me dise « Salut, j'aimerais ça venir faire ton groupe Cran ». C'est très rare. En général, c'est un homme qui l'a déjà vécu. Oui. Okay. Ceux qui l'ont déjà vécu, ils savent à quel point c'est le fun et que c'est intéressant, donc eux, ils sont intéressés. Oui. Mais ceux qui ne l'ont jamais vécu, ils... Pas un homme. Non. Puis même, on se met à leur place, c'est vrai que c'est pas évident d'aller s'asseoir là. De parler que tu connais pas, d'ouvrir ton cœur. Exact. Mais on a une façon de fonctionner qui est très facilitante pour justement un peu aider l'homme à s'ouvrir. C'est qu'on va avoir du groupe qui va être semi-ouvert, qu'on appelle, ce qui, en réalité, quand je parlais de 21 semaines, c'est que toi, quand tu t'assois dans ta première rencontre, tu vas être avec des hommes qui ont déjà fait des rencontres. Fait que, par exemple, mon voisin pourrait être à 8 rencontres, l'autre à côté pourrait être à 15 rencontres, l'autre à côté. Donc, quand moi, je m'assois à ma première rencontre, je suis avec des gars qui ont déjà quelques semaines de fait, qui ont commencé à croire au processus, puis des fois, qui ont vécu des gains à changer leur comportement. Oui, puis une fois qu'il y en a un qui s'ouvre, j'imagine, c'est un peu comme dans un groupe, là, quand quelqu'un pose une question, bien, ça crée un dialogue, si personne pose de questions. Mais là, quand il y en a un qui parle, bien, ça incite les autres à... Puis on se sent moins isolé de se rencontrer qu'il y a d'autres hommes qui ont vécu la honte, qui ont envie de travailler sur leur comportement, puis aussi que ça peut fonctionner. Parce que quand je m'assois à ma première rencontre, je réalise que c'est lui qui est à sa 21e rencontre. S'il est encore là. Oui. Ouais. Puis quand il me raconte que quand il est assis à sa première rencontre, ça ne fonctionnait pas bien dans ses relations, mais là, que finalement, il améliore ses relations en changeant ses comportements, bien, ça peut être motivant. Donc, le groupe, rares sont ceux qui ont envie d'y aller aux premières rencontres, mais quand ils ont fait le premier pas d'aller s'asseoir là, souvent, ils vont maintenir leur rencontre. Ouais, quand même. Mais c'est épeurant, puis je les comprends, mais c'est pour ça aussi qu'on ne fonctionne pas comme ça d'emblée. Puis on n'oblige personne à y aller. C'est ça. Tu sais, souvent, les premiers outils qu'on va donner en individuel, il y a des hommes aussi qui vont décider de faire un bout de chemin avec ça. Puis c'est bien correct, on n'oblige personne à faire ce processus de changement-là. On va au rythme du gars, son cheminement, ça y appartient. Puis, il y en a certains qui ne nous rappelleront pas. Il y en a certains qui vont nous rappeler pour dire « Hey, finalement, j'ai essayé les outils que tu m'as donnés. Finalement, je pense que je voudrais aller un peu plus loin. » OK. On va vraiment au rythme. Ils créent un peu à leur rythme. Et je pense que ça prend ça, parce que c'est pas tout le monde qui est prêt au même moment puis qui est prêt à monter la marche. Puis c'est vrai que ça a l'air gros, tu sais, mais je pense qu'il faut y aller une marche à la fois, puis on va arriver en haut de l'escalier. Là. Personne qui saute en haut d'un escalier. Du moins... il y a peu de gens. On les accompagne dans ce processus-là, puis on n'est pas dans le jugement. Donc, tu sais, même s'il prend un bout avec moi, après ça qu'il veut... Mais c'est sûr que notre priorité, c'est toujours la sécurité des personnes. Donc, c'est assurément que même si il me dit qu'il n'est pas prêt ou quoi que ce soit, puis que je sens que quelqu'un qui est en danger, bien, moi, j'ai un rôle aussi à jouer. Donc, mais c'est sûr qu'on va aller quand même au rythme de l'homme au niveau de son changement personnel. Ouais. Puis ce qui est important, c'est de rappeler que j'aime pas le groupe. C'est pas une opinion personnelle. C'est les gars qui disent moi je suis pas le genre de gars qui aime le groupe. Aucun gars n'aime le groupe parce qu'on n'est pas préparé à vivre ça. Parce que dans nos réseaux de socialisation masculine, c'est rare
C'est rare, ça existe, hein, mais que la première pratique qu'on fait, c'est de s'ouvrir le cœur, de parler de nos problèmes, non, parce que etc. le groupe, c'est soit un groupe sportif, c'est souvent Exactement. on va être concentré sur d'autres choses, ce qui est correct. Là. Ouais. Exactement. Tu sais, je pense que c'est des choses qu'on apprend à faire avec l'âge, mais tu sais, pour beaucoup d'hommes, surtout les jeunes hommes, c'est pas quelque chose qui vient naturellement. Fait que souvent, ce qu'on va entendre, c'est moi, j'aime pas le groupe, mais ça résonne pour un intervenant. C'est toi, tu crois que tu n'aimes pas le groupe, mais c'est parce que tu l'as pas encore essayé. Oui, c'est ça. On est plus fort en groupe, on va plus loin. Oui, tout à fait. Tu as travaillé beaucoup avec les acteurs. Là. Qu'est-ce que... Tu sais, quelqu'un qui a réussi à passer au travers et qui redevient un atout positif pour la société, là, qu'est-ce que ça change? Tu sais, pour lui, mais pour la collectivité aussi. Là. Alors déjà, pour lui, ça change tout parce que il y a... Ceux qui nous écoutent, s'il y en a qui ont des comportements violents, ils vont tout de suite comprendre de quoi je parle, mais tu sais, il y a un phénomène qu'on appelle la dissonance cognitive. C'est quand nos comportements puis ceux qu'on croit ne fit plus. Ça ne va plus ensemble. On a tous la prétention d'être une bonne personne. On pense tous être une bonne personne, on a la prétention de penser l'être, ou on espère que les autres nous voient comme tels. Mais parfois, on a des comportements qui ne fitent pas du tout avec ça. Fait que là, ça nous met dans un état de tension. Puis pour essayer de pouvoir faire matcher les deux l'un avec l'autre, il y a 3 grandes stratégies. La première stratégie, c'est le déni ou la normalisation. Tout le monde fait ça, ou je l'ai à peine touché, ou des affaires comme ça. La deuxième grande stratégie, c'est de s'amener des croyances qui vont venir supporter le tout en disant « je suis une bonne personne, mais c'est parce que moi, quand j'étais enfant, j'ai vécu de la violence. Ou moi, j'ai été abusé quand j'étais enfant, donc c'est pour ça que je fais ça. Mais je suis une bonne personne, n'inquiétez-vous pas. » Mais ça dure qu'un temps. La troisième grande stratégie, c'est de changer les comportements. Donc quand on change les comportements, même un tout petit peu, on se rapproche, on revient à ce qu'on appelle l'assonance, c'est-à-dire qu'on revient à ce moment où on se sent en accord avec soi-même. Fait que ça fait énormément de bien. Fait que tous les gars là, qui écoutent actuellement, ou les filles, parce qu'il y a aussi un groupe pour les femmes auteurs de violence, maintenant à Dolbeau, c'est le centre de femmes qui donne ça, tous les hommes, toutes les femmes qui ont des comportements violents, que ce soit contre le conjoint, la conjointe, contre les enfants, peu importe, il faut qu'ils gardent ça en tête, c'est qu'il y a un effet de bien-être qui vient avec le changement au niveau des comportements violents. Ça, c'est important. Puis pour la société, je pense que c'est assez évident. Ça coûte très, très cher, la violence conjugale. Pensez aux arrêts de travail, pensez aux dépressions, pensez au système de justice, pensez à l'hébergement des femmes qui subissent des comportements violents. Pensez à tout ça. La note, elle est énorme. Fait qu'à chaque fois qu'on est capable de faire de la prévention, puis qu'à chaque fois qu'on est capable d'aller amener quelqu'un à se responsabiliser, on arrive à faire diminuer ces coûts pour la société. Ouais. Puis bon, le coût humain, évidemment, parce qu'on sait aussi que la violence, c'est transgénérationnel. Hein. Marie-André le disait beaucoup. Moi, ce que j'ai beaucoup entendu quand j'étais intervenant, c'est mon grand-père était violent, mon père était violent. Puis moi, je veux couper la chaîne, parce que je vois bien que mon fils, il devient comme ça. Là. Fait que c'est important. C'est important aussi de rappeler, là, j'ai utilisé le terme, parce que c'est le terme qu'utilisent les gens, d'hommes violents, mais nous, dans le milieu, on parle d'hommes ayant des comportements violents. Puis peut-être on peut prendre 2 minutes pour expliquer pourquoi. C'est parce que quand on dit quelqu'un est violent, ça vient à l'essentialiser, ça vient à dire c'est dans ta nature. Moi, je suis comme ça. Donc si je suis comme ça, premièrement, ça vient justifier tout. Ouais, je ne changerai pas. Puis adaptez-vous à moi, puisque je suis de même, de toute façon. Hein, fait que faites preuve un peu de tolérance. Ce qui est important aussi, c'est que même les hommes en viennent à le croire quand ils arrivent dans notre bureau. Ils arrivent en nous disant ça. Fait que nous-mêmes, il faut les amener à dire non, t'es pas comme ça. Tu as des comportements, puis je peux t'aider à en choisir d'autres, parce que c'est un choix. Oui, le mot important, c'est un choix. Oui, les amener à choisir autrement. Ouais. Toi, quand tu sors, mettons, est-ce que tu recroises des gens qui reviennent ou qui viennent témoigner des fois dans des groupes qui s'en sont sortis, puis comment c'est... Parce que ça aussi, c'est un rapport humain important, j'imagine, là, de sentir d'avoir des modèles de gens qui ont réussi aussi à s'en sortir. Oui, tout à fait. Puis c'est important, justement, pour ces hommes-là qui sont dans le début de leur cheminement ou dans le début de vouloir modifier leur comportement. Nous, les hommes qui, par exemple, ont complété un parcours et que ça va mieux pour eux, on va prendre des nouvelles, on prend des nouvelles de tous les hommes là, qui ont des services chez nous, là, vous comprendrez, mais on a quelque chose maintenant qui est un peu pour justement le pairage entre hommes, qui est que quand un homme a terminé, complété un parcours, nous, on va les inviter à revenir dans les groupes de façon plus ou moins ponctuelle pour justement, autant... Des fois, ils ont
ça va moins bien dans une période de leur vie, puis ça fait du bien de revenir. Oui, ça peut éviter des rechutes, peut-être? Oui, exact. Des fois, c'est des comportements qui ont tellement été ancrés durant longtemps que des fois, dans certaines situations, on peut... Que même si tu le connais, le déclencheur, quand il arrive, ça vient te chercher. Là. Ça peut être pas évident. Fait qu'on reste là pour ces hommes-là après, mais aussi, des fois, de venir parler de leur expérience, puis qu'est-ce que les outils leur ont apporté dans le groupe, ça peut être super valorisant parce qu'il y a quelque chose aussi de redonner au suivant dans le groupe qui est très valorisant pour ces hommes-là, de dire, je sais par quoi tu as passé, moi j'étais là avant. Donc, ces hommes-là qui ont déjà fait un parcours chez nous de façon ponctuelle, on va les appeler à venir s'asseoir dans le groupe pour venir parler de leur expérience, mais aussi de où est-ce qu'ils en sont dans l'application de leurs outils actuellement, là, puis comment ils étaient. Fait que pour ceux-là qui commencent, c'est vraiment gratifiant. C'est clair. Ça donne de l'espoir aussi. Je pense, parce que quand tu entres là, c'est parce que tu as espoir de changer. Oui. Je pense qu'il n'y a personne, justement, qui... Ouais. Est-ce qu'il y a des gens qui sont obligés, je veux dire, ils ont commis des actes, mettons, que ça devient un féminicide, etc., puis là, eux, ils vont être... comment ça marche dans le système pour les hommes, mettons, qu'on veut obliger à changer? C'est bizarre de dire ça. Ça peut être des conditions. Des conditions. Des conditions de libération. Okay. Ça peut être dans leurs conditions de libération. Ça peut être la DPJ. Okay. Donc, parce que c'est une forme de judiciarisation aussi, la DPJ. Absolument. Donc, il y a des hommes qui sont ce qu'on appelle une clientèle non volontaire. Mais ce qui est très important de dire, c'est que ce n'est pas parce que ce qu'on appelle non volontaire, ça ne veut pas dire que ces personnes-là ne viennent que parce qu'elles sont obligées. Parce que ça fait partie du bagage technique d'un intervenant de faire croître la motivation. Oui. Fait que moi, j'ai toujours aimé la clientèle non volontaire. Puis non volontaire, c'est que ceux-là qui sont vraiment non volontaires ne viennent pas s'asseoir dans notre bureau. Fait que dans le non-volontariat, quand tu viens quand même t'asseoir dans mon bureau, il y a quelque chose qui te dit, peut-être qu'il ne veut pas retourner en détention, peut-être qu'il veut avoir la garde de ses enfants. Donc, c'est non volontaire, mais tu es quand même assis dans mon bureau. Fait qu'on a déjà quelque chose de... Il y a une petite partie de toi qui veut, fait qu'on va faire grandir cette partie-là. Tant que les canaux de communication sont ouverts, il y a quelque chose qui avance. Il y a un mythe de la volonté. Dans la société, là, c'est pas tout le monde qui fonctionne à la volonté ou à l'intégrité totale. Parmi les gens qui prennent pas le volant quand ils sont sous, il y a une partie que c'est parce que c'est un principe de responsabilité. Il y en a une partie c'est juste parce qu'ils n'ont pas envie d'avoir une étiquette ou de se voir prendre leur permis. Là. Oui, c'est à ça que ça sert d'ailleurs. Exactement. Fait que dans la société, c'est pareil. On en a des motivations extrinsèques à suivre des règles, à se conformer ou quoi que ce soit. Oui, il y en a quand ils sortent et ils ne suivent pas leur OML, leur mise en liberté, ils ne la suivent pas, puis ils se retrouvent en dedans, puis il y en a qui le font. Voilà. Et voilà. Donc, c'est parce qu'ils ont la volonté de le faire, tout simplement. Puis on a-tu, je sais qu'on n'aime pas tant les statistiques, là, mais tu sais, un peu tu sais, mettons, pour 10 hommes qui rentrent à Optimum, il y en a combien qui en sortent transformés? Ou on ne parle pas de ça? Excusez, peut-être que je vais... Alors... Non, mais transformer, mais je veux dire, tu sais, qu'on pourrait considérer comme une réussite, là. La première question, c'est est-ce que tu as le chiffre? Ouais. Non, j'en ai pas de chiffre. Par contre, tu sais, ce que je peux dire, c'est que des fois, le parcours va être... il sera pas linéaire. Tu sais, moi, ça fait depuis 2018 que je travaille chez Optimum. Il y a des hommes que je revois qui étaient... Puis c'est pas pour dire que c'est des échecs. C'est que des fois, je fais un petit bout quand je suis prêt. J'en fais un autre bout plus tard. Puis c'est ça qui est important chez nous, c'est qu'on leur ouvre toujours la porte quand ils ont besoin. Il y en a que ça va peut-être prendre 6 mois, puis d'autres 4 ans, puis ils font quand même le même processus. Puis, excuse-moi, puis peut-être plus que ça, peut-être c'est se relancer. On est tous des acteurs, on veut tous du changement pour quelque chose. Il y en a un qui est là, on est en période des bonnes résolutions. Il y en a un qui s'est levé un 1er janvier, qui a dit « moi je veux perdre du poids ». Et un autre qui a dit « moi je veux aller faire du sport tous les jours ». Un autre qui a dit « je veux arrêter de fumer ». On se rend bien compte comment le changement, c'est par à-coup. On s'essaye 1 fois, 2 fois, 3 fois, on trouve des moyens de ne pas y arriver finalement, et puis à un moment donné, on se lance et on réussit. Quand on travaille en violence, on fait la même chose que pour toutes les problématiques humaines. Il y a une chose qui change. Une seule chose qui change, c'est qu'on est obligé de prendre position. Si je travaille avec des gens qui sont en toxicomanie, par exemple, ça m'est arrivé, on travaille, ce qu'on va faire, c'est de la réduction des méfaits. Est-ce que tu es capable de consommer quand tu n'as pas tes enfants, par exemple? Est-ce que tu es capable de ne pas chauffer quand tu as consommé, pas consommer quand tu vas au travail? Mais regarde, c'est toi qui choisis, c'est ta vie, débrouille-toi. Avec la violence, c'est un peu plus compliqué que ça parce qu'il faut qu'on prenne position, parce qu'il y a des gens qui souffrent directement. Il faut protéger les gens. Donc ça demande un peu plus de muscles, un peu plus de biceps dans l'intervention, je vais le dire comme ça. Mais pour le reste, c'est la même chose. Donc c'est la même chose, c'est des gens qui, des fois plus ou moins authentiquement,
plus ou moins profondément, sont prêts au changement, font plus ou moins d'efforts pour y arriver. Puis des fois, ça débloque, puis des fois, ça ne débloque pas. Probablement que si on avait le chiffre, qu'on n'a pas là, mais qu'on avait le chiffre, pour monsieur, madame, tout le monde, trouverait que c'est peut-être un chiffre qui est relativement bas. Mais pour un intervenant, moi, je trouve que moi, ce qui m'a toujours fait plaisir dans le travail auprès des auteurs de violence, c'est justement à quel point ça marche par rapport à la consommation, par exemple. Combien de fois il faut arrêter et recommencer sur la consommation? Sur les comportements violents, les gars voient tout de suite la capacité de changement. Ils mordent à l'hameçon beaucoup plus. Okay. On est loin du 100%, là, mais c'est parce qu'ils mordent à l'hameçon. C'est parce que dès qu'on leur donne des stratégies alternatives puis qui fonctionnent aussi, oui. Puis qu'en plus, ils obtiennent des gains. Quand ils testent nos outils, puis qu'ils ont des gains aussi, puis en plus, mais mes relations en sont gagnantes, bien pourquoi pas répéter? Oui, parfait. Hey, vous êtes vraiment très, 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 très intéressant. On aurait pu faire une autre heure facilement. Mais là, ce que j'aimerais pour les minutes qui restent, c'est un peu... c'est quoi les portes d'entrée dans le sens... Est-ce que adresse courriel, page Facebook, mettons... J'ai des questions. Puis ça, c'est une autre question. Moi, mettons, là, c'est pas pour moi, mais je peux-tu appeler pour quelqu'un d'autre, poser des questions? Tout à fait. Bien, un peu comme j'ai dit tout à l'heure, là, nous, on se montre disponible un peu sur différentes sphères, justement, pour se montrer accessible. Ouais. Donc, page Facebook, Centre Facebook, de ressources pour hommes Optimum. Le site web, Centre de ressources pour hommes Optimum aussi. Par téléphone. Donc, que ce soit Dolbeau, Alma ou Roberval. Puis ensuite de ça, de prendre le premier contact aussi, des fois, pour un proche qui aurait besoin. Des fois, ça peut être facilitant. Donc. Parfait. Pour le regroupement... Nous, si on nous appelle, ce qu'on va faire, c'est même moi, d'ailleurs, qui vais retourner l'appel pour rediriger vers le CRH. Fait que c'est peut-être pas la peine de donner notre numéro. Parfait, nous, on donne du service à ceux qui donnent du service à la population. Parfait. Hey, merci infiniment d'être passé dans nos studios. C'était un très grand plaisir. Et puis, ça a été très... je me sens mieux outillé, en fait. Merci. Je pense que collectivement, ça va aider. Merci aussi à vous d'avoir été des nôtres. Nous, on se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle édition d'Échangeurs Turcotte. Bonne semaine.